Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 5 octobre 2025. Nous allons déjà parler de Volkswagen et de sa nouvelle idée assez étonnante, on va dire ça comme ça. La marque vient de déposer des nouveaux brevets concernant des nouvelles technologies de conduite qui vont probablement mener à des catastrophes routières. On va également parler de Stellantis qui élargit le spectre de son partenariat avec l'IA Mistral qui lui servira à développer une partie de ses futurs véhicules. On va parler également des conséquences de la crise automobile actuelle sur le marché du pneu mais également sur le marché de la robotique. Et puis pour terminer, nous parlerons de la faillite de l'équipementier First Brands, une histoire assez incroyable qui, vous le verrez, ne manque pas de piquant. Ce sont les actualités de cette vidéo du dimanche, j'espère qu'elle vous intéressera et qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour participer au référencement de cette vidéo mais également pour donner votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, nous allons commencer par parler de la nouvelle idée assez bizarre de Volkswagen. On est à l'ère de la technologie automobile vu que les constructeurs ne peuvent plus faire la différence et sortir du lot en misant sur de plus grosses motorisations ou sur la noblesse de leur moteur. Les marques essayent maintenant de se différencier par la présence de nouvelles technologies à bord. Volkswagen veut révolutionner la manière dont on contrôle les systèmes de bord de son véhicule. Certaines marques allemandes comme Mercedes par exemple avaient déjà essayé d'innover avec le contrôle gestuel où on pouvait piloter certains éléments de l'équipement de bord, notamment certains éléments de l'écran, sans même le toucher, en faisant simplement des gestes qui étaient interprétés par différents capteurs dans la voiture et qui enclenchaient certaines actions, ce qui d'ailleurs ne marchait pas toujours très bien. Volkswagen veut aller encore plus loin, après avoir été très critiqué pour avoir remplacé les boutons physiques par des commandes tactiles, peu intuitives et peu appréciées de ses clients. Volkswagen explore désormais une voie encore plus radicale, supprimer presque toute interaction physique et manuelle, en confiant aux yeux du conducteur la tâche de piloter certaines fonctions du véhicule. Le constructeur a en effet déposé un brevet auprès de l'Office allemand des brevets et des marques, un document rendu public récemment qui détaille un système de suivi oculaire couplé à un dispositif d'entrée universel. Ce qu'on appelle ici un dispositif d'entrée universel, c'est un pavé tactile intégré au volant. Le principe est simple en apparence, le conducteur fixe du regard un élément qu'il souhaite activer, comme par exemple les essuie-glaces, le toit ouvrant, le volume de la radio ou encore le chauffage des sièges, puis valide l'action par un geste sur le pavé tactile. Dans la pratique, ça reviendrait à verrouiller ses yeux sur les essuie-glaces pour les mettre en marche ou à fixer l'afficheur multimédia pour augmenter le volume de la radio. Volkswagen justifie cette innovation en soulignant que l'accroissement du nombre de fonctions embarquées conduit à des interfaces de plus en plus complexes, qu'il s'agisse de menus numériques qui sont de plus en plus fournis et de plus en plus illisibles ou de commandes physiques. L'idée est donc de réduire les distractions en limitant la manipulation directe et en simplifiant l'accès aux fonctions. Mais, et je pense que ça vous sera tout de suite venu à l'idée, le paradoxe est assez évident. Si on demande au conducteur de détourner intentionnellement le regard de la route pour interagir avec son véhicule, on contredit l'un des fondamentaux de la sécurité routière, à savoir garder les yeux en permanence sur la circulation. Le brevet imagine cependant des évolutions pour contourner cette limite, notamment l'intégration de commandes vocales et à plus long terme de projections holographiques interactives permettant d'opérer sans quitter les yeux de la route. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, quel est votre avis sur ce genre de technologie. On peut supposer quand même que malgré tous les tests du monde, il y aura des fois où ça fonctionnera pas bien, où ça apportera plus de frustration, plus d'emmerdement et surtout plus de distraction au conducteur que des bons vieux boutons en plastique qui permettent d'utiliser les fonctionnalités du véhicule sans devoir regarder autre chose que la route. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que pourtant Volkswagen est assez bien au courant du fait que ces systèmes sont assez peu appréciés par ses clients, notamment parce qu'il y a quelques semaines, elle avait annoncé un retour partiel aux boutons physiques, reconnaissant que les écrans tactiles fonctionnaient souvent moins bien. Ce brevet démontre quand même que le groupe allemand n'a pas renoncé à réinventer l'interface conducteur, quitte à prendre le risque de nouvelles controverses. Je voulais également vous parler de Stellantis qui élargit le spectre de son partenariat avec l'IA française Mistral. Alors effectivement, il y avait déjà un partenariat entre les deux entreprises qui fonctionnait plutôt bien d'après le groupe automobile et qui avait permis à Stellantis d'inclure de l'IA dans ses voitures, dans l'ordinateur de bord pour avoir un assistant embarqué que le conducteur d'un véhicule peut utiliser via des commandes vocales. Mais Stellantis a aussi commencé à utiliser de l'IA pour automatiser une partie de ses processus d'ingénierie et de commerce. Stellantis veut maintenant pousser ce partenariat plus loin pour inclure de l'IA dans la plupart de ces systèmes pour, je cite, progresser plus vite et plus intelligemment. Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux, il y aura deux divisions qui vont être créées. La première, ça va être le laboratoire d'innovation, dans lequel Stellantis va utiliser l'IA pour mettre au point des outils centrés sur la vente et sur le service après-vente, comme par exemple lorsqu'un client entre en concession, l'IA pourra analyser en temps réel son historique, s'il est déjà client, ses préférences, son budget, et lui proposer directement un véhicule dans une configuration adaptée, mais également lors d'une révision, l'IA pourra analyser les données des capteurs du véhicule et
pourra prédire quelle pièce risque de tomber en panne bientôt, permettant de faire du préventif et de changer la pièce avant que la panne devienne réelle, ce qui, chez Stellantis, aura quand même, disons-le, une certaine importance. Il y aura un deuxième département, la Transformation Academy, qui servira entre autres à faire passer certains projets de Stellantis de l'état de prototype à des solutions finales, robustes, prêtes à entrer en production. Alors là, on ne parle pas forcément de faire passer une voiture entière de l'état de prototype à un modèle prêt à être en production, mais ça peut être par exemple lorsque plusieurs clients remontent le même problème sur un véhicule, qui n'arrive jamais bien sûr chez Stellantis. Lorsque les ingénieurs ont trouvé un prototype de solution, l'IA pourrait multiplier les cas de test et les simulations, repérer les potentiels défauts récurrents qui pourraient être provoqués par cette solution, afin que le système puisse être corrigé et accélérer la mise en production de la solution. Donc pour l'instant, on ne parle pas encore de voitures qui seraient conçues entièrement par de l'IA, peut-être qu'on y arrivera un jour, n'empêche que ça reste quand même un sacré pas en avant, diront certains, en arrière, diront d'autres, dans l'application et l'utilisation de l'intelligence artificielle à grande échelle dans l'industrie automobile. Dans un tout autre registre, je voulais vous parler aussi de la faillite de First Brands. C'est un énorme équipementier qui s'était spécialisé notamment dans la fabrication de systèmes de freinage, qui a officiellement déposé le bilan à la fin de septembre 2025. C'est l'une des plus importantes faillites récentes dans le secteur de l'équipement automobile, avec des potentielles répercussions majeures pour l'ensemble de la filière du freinage. First Brands avait une dette colossale qui était estimée à environ 9 milliards d'euros, qui était le résultat d'acquisitions et de financements risqués. Ça faisait plusieurs mois que la société n'allait pas très bien. Les fournisseurs de matières premières avaient fait remonter l'information qu'il fallait parfois plus de 90 jours pour être payé, des délais 8 fois supérieurs à ceux de la moyenne du secteur. Le groupe avait tenté de se faire refinancer une partie de sa dette courant l'été 2025, un refinancement qui a échoué et à la suite duquel les créanciers, donc tous ceux à qui First Brands devait de l'argent, ont exigé un audit indépendant de la qualité des revenus et de l'état financier du groupe, notamment après plusieurs suspicions d'irrégularité financière. Il y a une enquête qui a été menée et qui a mis en lumière des pratiques effectivement assez douteuses. Elle aurait déjà masqué plusieurs milliards de dettes réelles, mais surtout, elle a tout fait pour embrouiller les banques pour obtenir plus d'argent. Ce que le groupe a fait, c'est qu'il a utilisé plusieurs fois les mêmes objets de ses stocks auprès de plusieurs créanciers différents pour obtenir plusieurs prêts ou plusieurs financements. Par exemple, imaginez qu'elle avait 100 000 plaquettes de frein en stock, elle promet à la banque A que ce stock est sa garantie pour un prêt de 100 millions de dollars, et le lendemain, elle promet à la banque B le même stock pour un autre financement. Le jour où la faillite survient, et c'est ce qui est arrivé à First Brands, les deux banques différentes vont réclamer les mêmes stocks de plaquettes de frein et ne pourront pas toutes les deux obtenir réparation. C'est un énorme problème légal qui peut s'apparenter à une fraude. L'entreprise a donc déposé le bilan. C'est un dépôt de bilan qui inquiète fortement le secteur parce que l'entreprise détenait certaines des marques les plus connues du marché du freinage, comme par exemple Carlson. Pour l'instant, elle peut encore maintenir ses activités pendant la procédure de mise en faillite grâce à un prêt de 800 millions d'euros qui a été validé par le tribunal. Pour l'instant, rien n'est sûr quant au futur de First Brands. C'est quand même 35 000 emplois qui sont en jeu. D'ailleurs, en parlant d'emplois, c'est maintenant l'industrie de la pneumatique qui alerte sur l'état du marché automobile. Forcément, vu que beaucoup moins de voitures se vendent en Europe, beaucoup moins de pneus sont nécessaires. D'après le syndicat du pneu, les ventes de pneus depuis le début de l'année ont reculé de 4,7%, baisse que l'adoption de la montagne en France n'a pas réussi à contrer. Le gros problème pour les marques qu'on connaît tous, comme par exemple Michelin ou Continental, c'est que pour la première fois, ces grandes marques, qui sont maintenant peut-être à considérer comme étant des marques premium, descendent sous la barre des 50% de part de marché à 48,4%, une baisse de 5,4%. Le constat est encore plus sévère pour les marques de seconde zone comme BF Goodrich, on va dire les marques qui ont déjà une bonne renommée mais qui ne sont pas non plus les plus haut de gamme, chez qui on observe du coup une baisse de 16,5%. Un recul qui profite directement aux pneus dits low cost au premier prix qui sont souvent importés d'Asie, qui ont eux progressé de 10,2%, atteignant 22,2% de part de marché malgré une qualité qui est nettement inférieure à celle des pneus des grandes marques citées précédemment, ce qui a été prouvé de nombreuses fois. Encore récemment, il y a le Touring Club Suisse qui a fait une étude sur 31 modèles de pneus différents et sur des freinages d'urgence à 80 km/h, sur les pneus les plus bas de gamme, fallait parfois 15 mètres de plus pour s'arrêter totalement. Ce qui est surtout assez intéressant, c'est que ça illustre vraiment le décalage qu'il y a entre les paroles des automobilistes et leurs actes. 48% des automobilistes affirment placer la sécurité en top priorité lors de l'achat de pneus, 38% la longévité, 30% la consommation d'essence, alors qu'en réalité, leurs achats révèlent plutôt une sensibilité croissante au prix bas, quitte à sacrifier, entre guillemets, la performance et la sécurité. Il y a quand même un point positif dans tout ça, c'est qu'après plusieurs années de hausse successive, le prix moyen des pneumatiques a tendance enfin à se stabiliser aux alentours des 111,6 € en moyenne.
Le secteur du pneu est donc indirectement touché par la crise automobile, ce qui n'est pas si étonnant. Là où c'est un petit peu plus étonnant, c'est quand on voit les répercussions que cette crise automobile ont, par exemple, sur l'adoption de la robotique dans les usines de voitures. En Europe, on assiste depuis environ un an à une baisse de 5% du nombre de robots installés dans les usines destinés à produire des voitures. Alors c'est pas dû au fait que tout à coup les constructeurs automobiles miseraient plus sur la manufacture, sur la production manuelle, plutôt que sur l'utilisation de robots, c'est simplement que l'industrie automobile est en train de se casser la gueule et que forcément, quand on produit moins de voitures, on a besoin de moins de robots. Alors évidemment, tout dépend des pays. En Allemagne, par exemple, c'est moins 25%. En France, moins 41%. Ce sont deux des pays européens les plus touchés par la crise de l'industrie automobile. Alors qu'en Hongrie, c'est plus 305%. Pourquoi? Parce que la Hongrie est l'un des pays les moins chers d'Europe pour faire produire sa voiture. Et que maintenant, la plupart des constructeurs ont recours aux usines hongroises pour produire leurs modèles les moins chers possibles. Donc c'est pas une très bonne nouvelle pour les ventes de robots en 2025, mais les perspectives de développement pour les prochaines années ne sont pas plus réjouissantes. Les fabricants de robots estiment qu'il n'y aura pas de reprise d'ici la fin de l'année, que la demande en robots est freinée notamment par la faible demande, notamment en voiture électrique et par l'incertitude politique, que 2026 et 2027 ne seront pas meilleurs, qu'il faudra attendre au moins jusqu'à 2028 pour espérer une potentielle reprise progressive des installations. Voilà, c'était les actualités du jour, j'espère qu'elles vous auront intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant, en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine d'actualité. Portez-vous bien, ciao.